Donc, je vais vous expliquer la blockchain simplement via un schéma. Pour résumer ce qu'on a vu précédemment, en fait, la blockchain, c'est une base de données mondiale donc qui est en réseau, donc qui est sécurisée par tous les utilisateurs, on va appeler aussi les validateurs, et qui fonctionne sans intermédiaire. Donc, il n'y a aucune autorité qui va contrôler la blockchain, en fait. Donc, sur le schéma que je vous ai présenté, il y a la transaction classique où il y a Paul qui va faire un virement de 100 euros à Marie. Donc en fait, Paul va se connecter auprès de sa banque et il va indiquer à sa banque d'effectuer un virement sur le compte de Marie pour 100 euros. Et donc Marie, quand elle va se connecter à sa banque, elle va voir apparaître les 100 euros qui auront été virés par Paul. Donc on voit que dans ce schéma, eh ben, en fait, il y a des autorités qui sont les banques en fait, qui vont faire l'intermédiaire entre Paul et Marie. Donc dans le deuxième schéma, ce qu'on voit, c'est qu'on utilise la blockchain. Et donc en fait, Sophie envoie 100 euros à Paul. Donc Sophie passe directement par la blockchain. Et donc c'est toutes les personnes qui utilisent la blockchain qui vont attester et valider que Sophie a bien transféré 100 euros à Paul. Et donc en fait, il n'y a plus du tout d'intermédiaire. Il y a des milliers de validateurs. Donc il y a trois grands avantages. Le premier avantage, c'est la rapidité. Ça met que quelques secondes à s'exécuter. Le deuxième avantage, c'est que c'est fiable et sécurisé. La validation est faite par l'ensemble des utilisateurs et donc il n'y a pas de risque d'erreur. Et le troisième avantage, c'est le coût réduit. Comme il n'y a pas besoin d'intermédiaire, il y a forcément moins de coûts. Donc maintenant que nous avons vu le fonctionnement de la blockchain, on va voir vraiment les utilisations concrètes. Parce qu'il y a le secteur de la banque, comme on vient de le voir, qui permet d'avoir des transactions plus sûres et plus rapides, mais il y a également d'autres secteurs qui vont bénéficier de la blockchain sur les prochaines années. Et le deuxième secteur, c'est la logistique. Ça va permettre d'avoir une traçabilité totale de tout ce qui est produit, des aliments. Et d'ailleurs, il y a des sociétés comme Coca-Cola qui sont en train d'investir sur la blockchain pour la partie logistique, justement. Ensuite, le troisième secteur, ça va être l'assurance. L'assurance, ça va permettre de pouvoir automatiser des procédures. Je pense notamment aux procédures de remboursement. Donc, si on définit une règle, il y a un remboursement qui est automatique dès qu'il y a eu une grêle, par exemple sur une région particulière. Et ben en fait, le remboursement sera effectué automatiquement à toutes les personnes qui ont subi cette grêle sans qu'il y ait besoin d'avoir d'intervention humaine. Ensuite, le quatrième secteur, c'est l'immobilier. L'immobilier, il y a deux parties. Il y a notamment la partie juridique. Donc, si par exemple, Paul, il vend un bien à Sophie, et ben en fait, si c'est inscrit dans la blockchain, c'est incontestable et c'est clairement une preuve juridique. Et d'ailleurs, le métier de notaire va évoluer. Donc, en fait, ils vont inscrire prochainement, je pense, les actes dans la blockchain, mais ils seront toujours là sur la partie conseil et accompagnement. Et enfin, il y a un secteur aussi qui va fortement être utilisé par la blockchain, c'est le secteur de la santé, avec tout ce qui est dossier patient unique. Donc, dans cette partie, on va voir le succès du Bitcoin et pourquoi il a été créé. Donc, déjà, il a été créé en 2008 par un groupe de personnes ou une personne qui se nomme Satoshi Nakamoto, donc c'est un pseudonyme. Et donc, pour l'instant, il y a beaucoup de spéculations pour savoir qui est réellement derrière Satoshi Nakamoto, mais on n'a aucune certitude à l'heure actuelle. Et donc, comment fonctionne la création de Bitcoin? Donc, en fait, les Bitcoins, ça fonctionne avec du minage par des cartes graphiques. En fait, des personnes mettent à disposition des cartes graphiques qui vont permettre de faire fonctionner la blockchain qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, ils sont récompensés en ayant des Bitcoins par rapport à ça. Pourquoi le Bitcoin a été créé? Donc, en fait, il a été créé suite à la crise des subprimes. Il faut se remettre dans le contexte. On est en 2008. Il y a la faillite de Lehman Brothers. Et en fait, la personne qui a créé le Bitcoin s'est dit, il y a des limites dans notre système financier actuel, et notamment la création de la monnaie par les banques centrales, et notamment celle de la Fed. Donc là, je vais vous présenter un graphique. On voit l'évolution de la création de dollars par la Fed, donc qui est la banque centrale américaine. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça a carrément explosé sur les dernières années, puisque 50% des dollars créés ont été créés sur les 3 dernières années. Donc, le dollar a 200 ans, mais la moitié ont été déjà créés sur les 3 dernières années. Donc, c'est considérable. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer une monnaie qui ne soit pas centralisée, donc qui ne soit pas gérée par des banques centrales et donc qui n'appartiennent à aucun État, à aucun gouvernement. Donc, le Bitcoin, on l'appelle également l'or numérique parce qu'il a des caractéristiques qui sont très proches de l'or, notamment sa quantité qui est limitée, comme l'or, où il y a une quantité limitée qu'on peut extraire chaque année. Et donc, lui, sa quantité, c'est que de 21 millions au total, sachant qu'il y a presque 90% des bitcoins qui ont déjà été minés. Donc, en fait, il ne reste que 10%, et ça jusqu'à 2140. Après 2140, on pourra toujours s'échanger des bitcoins, mais il n'y aura plus de création de bitcoin.
Donc, ce qui devrait normalement augmenter son coût puisqu'il sera de plus en plus rare. Et ensuite, il y a un phénomène qui s'appelle le halving. Donc, en fait, comme vous voyez sur le schéma ci-dessous, il y a l'évolution du prix du Bitcoin par rapport au halving. Et en fait, le halving, c'est quoi? C'est la division par 2 de la quantité émise de Bitcoin par jour. En fait, dans le code du Bitcoin, dans le code source, quand il était créé, c'est un programme informatique, et ben en fait, ça a défini qu'il y aurait une quantité de Bitcoin émise par jour à se partager entre l'ensemble des mineurs. Et donc, tous les 4 ans, la quantité émise de Bitcoin est divisée par 2. Et en fait, c'est vraiment ça qui crée la valeur. C'est-à-dire qu'en fait, si la demande est toujours constante, toujours la même, et ben l'offre est divisée mathématiquement par 2. Et donc, dans le coup, forcément, ça augmente son prix de production. Donc, on a parlé du Bitcoin parce que c'est la plus grosse crypto-monnaie, mais il existe des milliers de crypto-monnaies, il en existe plus de 22 000. Et donc, elles sont catégorisées en secteurs. En fait, vous avez par exemple le secteur des smart contracts, vous avez Ethereum qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie après le Bitcoin. Donc, les smart contracts, ce sont des contrats intelligents qui vont s'exécuter automatiquement. Comme pour l'exemple que j'ai indiqué tout à l'heure sur le secteur de l'assurance, par exemple. Ensuite, vous avez une autre catégorie de secteurs qui est les stablecoins. Les stablecoins, en fait, ce sont des crypto-monnaies qui sont stables, en fait, c'est pour ça qu'on les appelle stablecoins, mais qui sont adossées à une valeur comme à l'euro ou au dollar. Vous avez par exemple l'USDT, vous avez l'USDC, vous avez l'euro L. Voilà, vous avez plusieurs stablecoins. Donc, un autre secteur, c'est le secteur des NFT. Donc, NFT, ça veut dire jeton non fongible en français. Donc, il est unique. Je vous prends un exemple. Vous avez un billet de 10 euros. Vous pouvez l'échanger avec une autre personne contre un autre billet de 10 euros. Donc, en fait, votre billet, il est fongible, donc il est interchangeable. Une œuvre d'art qui est signée par un artiste connu, ça ne peut pas être échangée contre une œuvre non signée ou une copie, en fait. Donc, c'est vraiment ça la notion de NFT et de non fongible. Donc, c'est clairement un secteur qui a explosé en 2021, et notamment par rapport aux têtes de singe qui se vendaient à plusieurs millions de dollars. Mais c'est un secteur qui a de l'intérêt et je pense qu'il va se réinventer, et notamment sur des applications concrètes. Par exemple, un artiste, il peut définir qu'à chaque fois que son œuvre est vendue, et en fait, il perçoit automatiquement des royalties. Il va y avoir aussi d'autres domaines comme par exemple, je pense au domaine du luxe qui vont utiliser le secteur des NFT. Et il y a notamment tout ce qui est LVMH, Gucci qui commence à investir massivement sur ce secteur-là. Un autre secteur qui est très intéressant, c'est le secteur de la DeFi, donc de la finance décentralisée. Donc tout à l'heure, on a vu qu'on effectue des transactions grâce à la blockchain sans intermédiaire bancaire. Donc en fait, l'idée de la DeFi, c'est de mettre en relation des emprunteurs et des prêteurs de l'autre côté. Et donc en fait, les personnes peuvent se mettre en relation et grâce à la blockchain, ils peuvent pouvoir faire des emprunts et des prêts, mais sans intermédiaire. Et donc ça signifie aussi moins de frais que la finance traditionnelle. Et enfin, le dernier secteur, c'est le secteur du métavers. C'est un monde virtuel. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Facebook s'est renommé Meta, donc Meta par rapport au métaverse. Donc il y a plusieurs projets qui existent, je pense notamment à Sandbox ou à Mana. Donc on est quand même sur un secteur qui est quand même encore très jeune. Et pour vous donner une idée, on est un petit peu comme dans le film Ready Player One ou Avatar. Mais il y aura quand même, je pense, des applications concrètes qui vont pouvoir de plus en plus arriver au niveau de la partie métaverse, et notamment pouvoir faire des entretiens en ligne et en réalité virtuelle, ou sinon visiter pourquoi pas une concession automobile et tester une voiture en réalité virtuelle avant de pouvoir réellement aller l'acheter à la concession. Il y a des personnes qui se demandent encore si le secteur des crypto-monnaies, c'est pas une mode qui va passer comme l'a été d'autres choses. Et également si, est-ce que c'est encore le bon moment d'investir? Est-ce que c'est pas trop tard, trop tôt? Globalement, c'est l'évolution d'internet, donc c'est l'évolution vers le web 3, ce qu'on appelle le web 3. Donc il y a eu le web 1 qui était statique, le web 2 qui était les réseaux sociaux, et le web 3 c'est la décentralisation. Donc vous reprenez le contrôle sur vos données, et donc les applications fonctionnent sans qu'il y ait d'autorité centrale, en fait. Et donc, investir dans les crypto-monnaies, c'est un petit peu comme investir dans Internet il y a 20 ans. Et d'ailleurs, la courbe d'adoption d'Internet est la même que la courbe d'adoption des crypto-monnaies jusqu'à présent. Et donc, c'est clairement un marché qui est en pleine expansion. Et pour vous donner un exemple, c'est comme si vous aviez la possibilité d'investir dans Apple ou Amazon il y a 20 ans, quand ils étaient encore peu connus, en fait. Et donc, aujourd'hui, c'est un marché qui représente 900 milliards de dollars. Donc, c'est la 8e capitalisation mondiale devant des sociétés comme JP Morgan ou Visa. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a 80%
les 100 plus grosses sociétés mondiales qui investissent dans les crypto-monnaies ou dans la technologie de la blockchain. Et notamment Visa, qu'on en parlait tout à l'heure, il y a Apple, il y a Samsung, Microsoft, des sociétés qui sont quand même dans la tech, mais il y a également des banques comme la JP Morgan et également tout ce qui est la Société Générale en France. Mais il y a aussi des sociétés comme Coca-Cola qui investissent dessus, des sociétés qui sont en fait n'ont rien à voir avec la partie technologique, mais ils s'intéressent pour la partie logistique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et après, vous avez des pays qui investissent dessus, comme le Salvador, qui a adopté le Bitcoin en monnaie légale, mais également le Brésil, qui veut permettre le paiement en crypto de tout ce qui est taxes et impôts en 2023. Donc, c'est clairement un domaine qui va exploser dans les prochaines années, toute la partie de la technologie de la blockchain et tout le secteur des crypto-monnaies.